Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est la poule. Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? On va bientôt commencer avec Marion. Eh bien, rebonsoir tout le monde. Alors, je vais parler des caméléons pour commencer. Alors, pour attraper leur proie, les caméléons utilisent leur langue. Ça, c'est assez connu. Alors, à la vue d'un grillon ou d'une autre créature qui les attire, ils déplient leur langue, attrapent leur repas grâce à son pouvoir adhésif et ramènent le tout à leur bouche pour l'avaler. Donc, en gros, c'est une arme fatale qui peut supporter une proie d'un poids équivalent à plus d'un tiers de celui du caméléon. Alors, quand on énonce des chiffres de la sorte, on a envie de faire une comparaison avec nous, les humains, pour mieux se rendre compte. Eh bien, comme l'explique au National Geographic Kisha Nishikawa, un chercheur en biomécanique de l'université de Arizona, eh bien, c'est comme si un humain mangeait 10 kilos de hamburgers et que pour les transporter jusqu'à sa bouche, il utilisait seulement sa langue. Donc là, tout de suite, on se rend mieux compte de l'exploit. Alors pour capter et ramener une proie aussi grosse, eh bien les caméléons comptent sur leur salive, qui est 400 fois plus visqueuse que celle des humains. Cette substance ultra collante n'est sécrétée que sur le bout de la langue. Mais une fois que la proie est au niveau de la bouche, il faut que le pouvoir adhésif de la dite substance s'annule, sinon le caméléon ne pourrait pas profiter de son repas. Eh bien c'est ce qu'ont cherché à savoir des chercheurs belges et français. Comment la langue perd son pouvoir adhésif quand la proie est ingurgitée. Et leurs résultats sont parus dans la revue Nature Physics le 20 juin dernier. Alors les scientifiques, pour en savoir plus, ont déposé une goutte de salive sur une plaque inclinée et ont fait rouler une boule sur la pente avec des vitesses différentes. Les résultats, justement, c'est que plus la boule roule vite, plus elle colle, et inversement. Alors si on ramène ça à la langue de nos reptiles, eh bien on peut dire que plus la langue se déplace rapidement, plus son pouvoir adhésif est élevé, et donc plus la proie y est collée. Au contraire, quand la langue se rembobine pour ramener la proie à la bouche, eh bien sa vitesse diminue pour devenir nulle, et donc l'adhésion cesse. Parfait pour déguster en toute tranquillité la proie fraîchement capturée. Merci Marion pour ce premier point. Oui, Damien? Non, je t'écoute. Ah, pardon. Et donc maintenant, oui, tu nous parles du virus Zika. C'est déjà la 3e fois que tu l'évoques dans tes chroniques. Alors cette fois, est-ce qu'on a du nouveau? Alors oui, bien sûr, il y a du nouveau. C'est pour ça que j'en parle. Et comme tu l'as dit, j'en ai déjà parlé 2 fois déjà de ce virus. Alors pour rappel, il a été identifié pour la première fois en 1947 chez un singe en Ouganda dans une forêt qui s'appelle Zika. Alors aujourd'hui, il sévit principalement en Amérique du Sud et particulièrement au Brésil. Et l'Organisation mondiale de la santé a même déclaré en février que le Zika représentait, et là je cite, une urgence de santé publique de portée internationale. Effectivement, le virus est susceptible de provoquer des complications neurologiques graves, comme le syndrome de Guillain-Barré. Et surtout la microcéphalie chez les enfants, dont la mère a été infectée pendant sa grossesse. Et c'est précisément cette gravité qui a stimulé la recherche pour trouver un vaccin. Alors en 2015, des chercheurs français, britanniques, autrichiens et thaïlandais avaient découvert des anticorps qui étaient capables de bloquer 4 formes du virus de la dengue. Alors le virus de la dengue fait partie de la même famille que celui du Zika, c'est-à-dire la famille des flavivirus. Et tous les deux sont transmis par des moustiques du genre Aedes. Alors les chercheurs ont exploité depuis cette proximité entre les deux virus, une proximité qu'ils ne pensaient d'ailleurs pas si importante. Alors en fait, ils ont découvert que les anticorps qui étaient capables de neutraliser la dengue étaient aussi capables de neutraliser le Zika, et même plus efficacement pour certains. Ils sont aussi parvenus à identifier l'endroit précis où l'anticorps vient se fixer sur la protéine de l'enveloppe du Zika, et il s'avère que c'est la même que sur le virus de la dengue. Alors autrement dit, on a là une même serrure, la protéine de l'enveloppe, qui s'ouvre avec la même clé, l'anticorps. Alors les résultats ont fait l'objet d'une publication le 23 juin dans la revue Nature. Voilà donc la voie vers un vaccin qui pourrait protéger les 2 fièvres en une seule injection. Et c'est une bonne chose parce qu'une étude distincte vient de montrer, et elle a été publiée le même jour en fait, cette fois dans la revue Nature Immunology. Donc elle vient de montrer qu'une exposition préalable à la dengue, pourrait amplifier l'infection provoquée par le Zika. Il faut préciser quand même que ces résultats ont été obtenus in vitro. C'est donc que la route est encore longue, que le travail est préliminaire, mais que les chercheurs sont sur la bonne voie pour mettre au point un jour un vaccin.
Merci. Et donc le dernier point, même si on fait pas de politique ce soir, on a coupé le micro de Tristan. Donc on parle de l'une des grosses actualités de ces derniers jours, le Brexit. Voilà, c'est ça, évidemment. Vendredi dernier, le 24 juin, donc, le Royaume-Uni a choisi par référendum de sortir de l'Union européenne. Donc c'était un résultat qui était très suivi, très attendu évidemment, mais les conséquences sont encore floues. Alors on a noté par exemple immédiatement que les places financières européennes, Francfort, Paris, Bruxelles, Amsterdam ou encore Madrid, avaient clôturé en baisse. Mais ça n'est sûrement pas la seule des suites à observer. Pour n'évoquer que ce sujet, la communauté scientifique s'inquiète. Alors elle, qui dans sa majorité ne voulait pas de cette sortie. Et comme le disait au Scientific American Paul Drayson, qui est un ancien ministre des sciences au Royaume-Uni, les gens qui travaillent dans la communauté scientifique ont grandi avec l'idée que c'est grâce à la collaboration que de grandes avancées se produisent. Alors, qu'adviendra-t-il des fonds de recherche, des collaborations justement ? Eh bien, il faut savoir aussi que de très nombreux projets de recherche portés par des chercheurs britanniques ont été jusque-là financés par l'Europe. Mieux, les projets les plus financés depuis 2007 sont justement ceux qui émanent du Royaume-Uni. Donc on comprend bien sûr leurs craintes. Et on peut la vérifier par exemple sur Twitter où de très nombreux scientifiques affichent leur étonnement, leur tristesse, mais aussi leur colère face à cette décision. On peut lire par exemple un chercheur en écologie qui écrit « Incertitude pour les universités britanniques, la science et la législation environnementale, susceptibles d'être très dommageables ». Ou encore ce scientifique qui écrit « Dans ma boîte mail de réception ce matin, une grande collaboration avec des partenaires du Royaume-Uni et de l'Union européenne maintenant en doute à cause de la chute du taux de change. » Alors, on va pas forcément paniquer si vite, mais on va suivre de près ce qu'il advient des scientifiques britanniques. Merci Marion. Merci.